Bonsoir pour ceux qui nous rejoignent sur Sud Radio, la radio du rugby. Bonsoir, retour sur la 11e journée, le débrief bien évidemment. Patrice Colazo, notre invité, l'ancien entraîneur de La Rochelle, de Toulon, notamment de Brive et de Montpellier, qui sera avec nous à partir de 19h15. 19h40, on sera avec Jean-Marc Lermier, le vice-président de la fédération en charge du haut niveau et des équipes de France. Pour l'heure, bienvenue à UNUG. Salut. Bonsoir messieurs. Bonsoir et bonsoir Philippe Spanghero. Comment ça va Philippe ? Salut, bonsoir à tous, ça va très bien. Bon, on va Tu réveilles. on va reprendre. Je suis chez Vincent Clerc qui vous embrasse tous. Ah bah voilà. bien sûr. Salut-le de notre part. Voilà. On est content. On sait ce que tu vas manger ce soir Philippe, du coup, ce sera burger frites. Non, pas on rappelle Vincent Clerc qui gère des McDo, c'est pour ça. Ouais, Vas-y, fais la pub. voilà, non, il est quand même, Dans la il zone est de toujours Toulouse. très fit quand même, Vincent, donc il doit pas manger. Ah bah il est drôlement fit là. Il les En gère, plus, il les mange je suis enfermé dans sa salle de sport là, donc je peux vous dire qu'il y a des gros poids là. Donc il s'entraîne fort. Voilà. Non, mais c'est Tu sûr. vas t'entraîner Philippe. C'est sûr. Moi je t'ai vu à l'œuvre. Voilà, c'est bien parti en tout cas sur Sud Radio. Johan, qu'est-ce que tu retiens toi de l'après-midi ? J'imagine que tu retiens surtout ton déplacement à Créteil. Ouais, très beau déplacement à Créteil. Je pensais que c'était pas l'OR. Victoire de Toulouse 21-17. Ouais, très belle victoire. Force de Toi caractère. ton problème c'est que des tu te Toulousains. déplaces qu'en Vélib, donc forcément. C'était un des peu fois, compliqué d'y aller à Créteil en Vélib, là, Philippe, je te rassure, mais bon, tu connais pas, toi, la périphérie parisienne, c'est compliqué. Ah oui, dès que c'est ça. Il connaît 8e et 16e. C'est compliqué pour lui, 6e aussi. Mais non, belle victoire toulousaine au forceps et c'était un beau match. Et la victoire, bien sûr, des Vantés. Une belle expérience spectateur, Créteil, la maison d'accueil actuelle du Racing. Ça a été Parlons dur. vrai. Non, sincèrement, c'est un stade un peu vétuste, mais on est loin des joueurs. Voilà, je pense que les Racingmen, c'est compliqué de jouer là-bas pour eux aussi. Il y a pas trop d'ambiance, il y a un petit vent latéral, on se croirait un peu au Conac. Donc compliqué. Au Conac, ouais, ça c'est. Mais il n'y a pas la piste de lévrier autour, quoi. C'est pas Il y a trop une ça. piste Créteil, quand même. d'athlétisme il y a quelques années, mais non, mais voilà, c'est pas, je suis pas sûr que ce soit fait pour accueillir du rugby, tout ça. Donc ils s'adaptent et je pense que ça fait aussi partie des résultats du Racing. Compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément leur repère, leur public et ils se retrouvent dans un stade à Créteil qu'ils connaissent pas et voilà, c'est compliqué. Voilà, ils y ont cru, les Racingmen, à un moment, mais Toulouse, on a l'impression que quand ils voulaient bien accélérer, ils étaient un peu au-dessus, quoi. De ce que j'ai vu, c'est que les Toulousains, ils ont fait une très bonne première période. On a senti des Racingmen un peu en dedans. C'était étrange parce qu'ils voulaient se rebeller après leur défaite du derby. On s'attendait à ce qu'ils prennent le jeu à leur compte. Et malgré tout, ils ont été dominés devant, beaucoup de pénalités sur mêlée et un peu de sursaut d'orgueil en retour de mi-temps. Les Toulousains ont fait le dos rond et ils ont, comme tu dis, ils ont accéléré sur la deuxième mi-temps les 20 dernières minutes pour passer devant et plus lâcher le score. Un joueur à sortir du lot ? Un joueur, je dirais la rentrée d'Ange Capuzzo qui débloque la situation de l'essai. Mais après, voilà, il y a des choix du Racing qui sont quand même incompréhensibles. Ils prennent pas des pénalités dans les 22 mètres. Ils vont en touche, ils prennent des pénalités à 50 mètres. Voilà, mais après, ils ont un très bon taux de réussite avec Nolan Le Garec, bien sûr. Mais s'ils avaient pris 2 ou 3 pénalités en amont, ils se seraient rapprochés du résultat final. Voilà donc l'expérience aujourd'hui de Johan Huget à Créteil qui est allé soutenir ses anciens coéquipiers de Toulouse, victorieux du Racing 21-17. Philippe, tu retiens quoi de cet après-midi ? Il y a quand même eu la victoire. On parlera du Racing Toulouse dans un instant, justement, en plus avec Patrice Colazo. Bien sûr, mais là quand même, on a envie de revenir sur le multi avec toi, Philippe, parce que bon, il y a peut-être un résultat à faire ressortir. Il y a beaucoup de choses à retenir. Il y a forcément la victoire vantaise, en plus tout en maîtrisant, notamment en deuxième période, archi dominée par les Vantés, assez impressionnant ces Vantés. C'est certainement un déclic pour eux de la saison parce que être capable d'aller gagner à l'extérieur sur la pelouse de La Rochelle, ils vont croire en leur chance et en leur destin certainement différemment à partir de ce soir. Et puis malgré tout, quand même, le caractère de Montpellier qui a manqué énormément de réalisme, mais qui a mis cette équipe bordelaise en grande difficulté ce soir. C'était pas un grand match, ça c'est sûr, mais en tous les cas, ils repartent avec un point de bonus et certainement un peu quelques certitudes par rapport à leur caractère collectif. Encore une fois, ils ont eu beaucoup d'occasions gâchées,
mais on a senti une équipe en place quand même. Voilà, victoire de Vannes à La Rochelle, 24-13, victoire de Bordeaux face à Montpellier, 9-6. Non, la domination vantaise sur les mêlées, les ballons portés, mais malgré les deux essais de La Rochelle sur ballon porté, mais en mêlée fermée, c'était incroyable. Il y avait je crois qu'ils prennent 4 pénalités La Rochelle en deuxième mi-temps sur mêlée. Mais je pense que le déclic a été la semaine dernière, le fait de pouvoir rivaliser, d'avoir mis 29 points ou 27 points à Bordeaux en 30 minutes. Ils ont très bien réagi, mais ça a été plus le déclic la semaine dernière de se dire on peut le faire. Et on va essayer d'être consistant sur un match. Mais moi, je trouve entier. que ce qui est impressionnant, c'est la réaction, justement, une semaine. Vous auraient pu prendre un coup sur la tête la semaine dernière. 37-29 au final. Après un scénario comme ça, un peu double face, ils auraient pu arriver à La Rochelle en étant un peu déjà groggy. Mais là, je trouve que, justement, ce dernier quart d'heure qu'ils font à La Rochelle est absolument impressionnant. Hein. Ils apprennent. Le top 14 est dur, ça va vite, mais ils apprennent petit à petit. Et après, il y a deux équipes qui jouent pas comme le même championnat. On a La Rochelle qui est focus quand même sur la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Ces matchs-là, avant la Coupe d'Europe, est très compliqué à gérer parce qu'on a envie de jouer la Coupe d'Europe, mais on n'a pas envie de se blesser. Et une équipe vantaise qui arrive et qui part en Géorgie la semaine prochaine et qui fait qui laisse un peu la Coupe d'Europe. Donc ils viennent avec tous leurs arguments. Ouais, mais à force de dire quand même que La Rochelle entre guillemets gère, il y a quand même eu les 50 points pris. Il gère plus grand chose. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai quand même. Il y a eu le déplacement à Anoeta qui a été quand même. Un peu cata, il y a quelques semaines. Alors c'est vrai qu'ils sont toujours aux avant-postes, mais ça t'inquiète pas, toi, Philippe, quand même, ce côté alternatif de La Rochelle, là? Alors, la saison dernière, on a eu le même visage de La Rochelle, notamment en phase régulière. Ils se sont retrouvés quand même en phase finale, même si ils n'ont pas fait le même parcours que les saisons précédentes. Mais malgré tout, on s'est dit non, le débat avait pas lieu d'être. On a retrouvé quand même La Rochelle, ses cadres. Là, c'est vrai que ça pose question. Et ils sont toujours aux avant-postes, mais on va voir ce que Toulon va faire sur la pelouse de Perpignan. Bayonne aussi a un match de moins. Donc là, ils sont quand même en train de décrocher un peu du wagon de tête, parce que là, ils sont déjà à 11 points de Toulouse, à 9 points de Bordeaux. Donc les deux premières places s'éloignent quand même, et donc il faudra batailler pour rester dans le top 6 du côté de La Rochelle. Donc non, il y a encore des points d'interrogation dans cette équipe qui sont les mêmes que la saison dernière. Mais après, ils ont vécu une semaine compliquée avec des messages qui ne sont pas forcément positifs. Le départ de Teddy Thomas à Toulouse pour 3 ans, Georges-Henri Collomb aussi à Toulouse, Kerr-Barlow, ça fait beaucoup de départs quand même. Donc est-ce qu'ils travaillent dans la sérénité toute la semaine? Je ne suis pas sûr. Ouais, effectivement, c'est à suivre. Et c'est vrai que la Champions Cup arrive à point nommé, eux qui aiment cette compétition, les Rochelais, et qui ont envie de. L'année dernière, ils s'étaient retrouvés là-dessus. Hein. Oui, c'est vrai. Un petit mot quand même, Alexandre, sur Pau-Lyon. Voilà, on va faire réagir bien sûr Johan et Philippe, mais peut-être une stat autour de ce match qui était le match très attendu entre deux équipes qui étaient l'une 13e Pau face à Lyon 12e avant ce match. Et moi, de ce que j'ai suivi, puisque c'est Inès qui nous a fait, Irigoyen qui nous a fait vivre ce match, on a vu quand même des équipes qui ont joué malgré tout. Je ne sais pas si ça se retrace en stats. Alors en statistique, victoire de Pau, on rappelle. 29-15, avec effectivement pas mal de courses. Pour vous donner un petit ordre d'idée, la section paloise a fait 160 percussions, 150 passes et 27 coups de pied, donc ça fait quand même 320 ballons joués, ce qui est quand même colossal dans une partie. Du côté de Lyon, c'est un peu moins. On est aux alentours des 250 ballons joués. Mais en fait, ce qu'on retiendra du match, évidemment, c'est que d'un côté de Lyon est sur une 5e défaite consécutive. Ça, c'est un gros problème, mais c'est surtout les blessés. Ouais. 2 gros blessés. Alors, on a déjà des premières informations. Mickaël Guillard, selon Inès Irigoyen, donc qui est pour nous, pour Sud Radio là-bas, à Pau. Mickaël Guillard, c'est entorse de la cheville. Et pour Baptiste Couillou, il est touché au coude. C'est entorse ou plus pour Baptiste Couillou. Ouais, sur un déblayage Ça, c'est compliqué parce que je crois qu'il n'y a pas une équipe de top 14 qui est aussi dépendante d'un de ces éléments en ce moment. Ouais. Lyon 13e, Johan.
Voilà, après ce beau succès quand même de Pau, les deux équipes étaient sur une même série, 4 défaites consécutives, il fallait l'interrompre. C'est quand même Pau qui marque les esprits, et c'est vrai que ces deux blessés avec Couillou quand même, qui est la pièce centrale, ça fait un voyage qui peut coûter cher. Un voyage qui va coûter cher pour les Lyonnais. Après, la pression était plus sur Pau qui recevait ce match-là. Pau a répondu présent sur leurs fondamentaux. Il parlait beaucoup de territoire, de terroir, et voilà, ils voulaient se retrouver sur les bases. Je pense qu'ils ont réussi à se retrouver là-dedans et là-dessus. Maintenant, cette équipe lyonnaise, sans Couillou, pendant minimum 3 semaines, un mois, on va voir leur réaction, parce qu'elle est, comme dit Philippe, très dépendante de Baptiste, donc ça va être compliqué. Dernière petite info avant d'accueillir Patrice Collazo. Juste Philippe, réagir sur la victoire fleuve quand même de Clermont. 8 essais à 1 face à Castres, 54-10. Voilà, c'est quand même démonstration de ballon porté aujourd'hui. C'était comme à l'entraînement à Michelin. Ah ouais, comme à l'entraînement, je crois qu'il y a eu 5 essais Clermontois sur ballon porté, enfin de ce que j'en ai vu. Mais non, vraiment là, match à oublier pour le CO, parce que vraiment, au-delà du score, voilà, il y a la manière, manque de caractère collectif, un manque de combativité. Il reste dans le top 6 pour l'instant avant le match de Bayonne. Mais clairement, c'est pas le niveau de prestation d'une équipe qui prétend au haut tableau qu'a proposé Castres ce soir, et pour le coup quand même sans faire de bruit, mais Clermont se rassure, ils sont 3e ce soir, ils ont pris des points importants avec ce bonus offensif. Ouais, 3e, 32 points, 5 points de retard sur l'UBB. Ça commence quand même à devenir intéressant côté clermontois. On va se retrouver dans un instant, toujours avec la team Sud Radio, bien sûr, toujours avec vous au 0826 300 300, et avec un invité, Patrice Collazo, qui nous fait l'amitié d'être avec nous dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Avec vous au 0826 300 300 pour parler rugby, bien sûr, au cœur de la mêlée. Yoann Huget, Philippe Smanguero, toute l'équipe Sud Radio et nos invités. Patrice Collazo, qui est avec nous, l'ancien entraîneur de Montpellier la saison dernière, mais notamment de La Rochelle. Salut Patrice, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bon, on sait, Patrice, que parfois tu vas avoir des matchs un peu incognito dans les tribunes de supporters. Est-ce que tu as suivi la 11e journée du... T'étais pas à Créteil comme Yoann Huget. Tu l'as suivi comment? Non, je l'ai suivi à la télé. Oui. Bon. Je l'ai suivi à la télé. Bon, cette victoire toulousaine, qu'est-ce qu'elle t'a inspiré? De la maîtrise? Oui, enfin, il y a eu deux mi-temps quand même. Vraiment une première mi-temps maîtrisée par Toulouse avec, un Racing vraiment dans le dur, que ce soit dans tous les aspects du jeu, c'est-à-dire dans la conquête, dans l'engagement, dans l'efficacité, dans plein de choses. Et la deuxième mi-temps, le Racing a essayé un peu de reprendre la main, mais Toulouse a quand même joué sur l'ensemble du match comme il voulait, même s'ils ont manqué un peu de réussite par l'intermédiaire de Thomas Ramos, même s'il a su mettre celle qui était importante sur la fin. Et Toulouse sent pas mal de joueurs aussi avant la Coupe d'Europe, ce qui est plutôt rare parce qu'ils aiment souvent jouer avec l'équipe type pour préparer la compétition. Les aléas fait qu'ils ont quand même réussi à ramener des points du Racing. Ce qui est assez surprenant, c'est surtout la contre-performance du Racing. Après un derby qui avait été quand même manqué, on s'attendait à une réaction du Racing. Justement, il y a quelques mots qui sont intéressants en conférence de presse. On a Frédéric Michalak qui nous dit aujourd'hui pourquoi n'a-t-on pas mis l'énergie qu'on avait prévu de mettre dans ce match? Encore 11-0 à la mi-temps, je trouve qu'on s'en sort bien, mais bon, on le sentait dès l'échauffement qu'on n'arrivait pas à se mettre dedans, et ça me fait penser à vous, Patrice Collazo. On va écouter justement Frédéric Michalak. On n'arrive pas à mettre la main sous le ballon, on laisse la possession aux Toulousains, on sort très mal du camp, on se fait contrer 2 fois. On fait beaucoup trop de fautes, mais on a senti dès l'échauffement déjà, on ne sentait pas une équipe, on n'était pas vraiment dedans, dans les attitudes, dans les regards, dans l'intensité, dans les impacts, les 3 quarts, les avants, il y a du travail, la défense aussi, il y a 2-3 phases de défense. Et moi je le vois puisque je me mets en numéro 9, donc je vois vite si les mecs sont là ou pas. Et quand tu arrives à passer 2-3 fois l'échauffement, c'est pas normal. Michalak au micro de Clément Combe. Patrice Collazo, sentir l'équipe à l'échauffement, c'est quelque chose que vous faisiez aussi à La Rochelle? Et pas que là-bas.
Oui, c'est ce que tout entraîneur essaie de faire. Après, ce qui est surprenant, c'est qu'on sait l'importance d'un derby. Pour l'équipe du Racing, voilà, c'est des derbys parisiens. On sait que c'est des choses qui sont un peu des tournants dans une saison et qui souvent impulsent quelque chose. Et après être passé totalement à côté au Stade Français, là, on est en droit d'attendre du Racing une réaction. Et dans les propos de Fred, on sent justement dans le body langage et même dans l'exécution que le Racing était pas, n'avait pas les armes pour lutter avec ce Toulouse-là déjà dès l'entame de match. Au bout de 10 minutes, l'arbitre les prévient déjà, ils en sont déjà à 6 pénalités. 19 au total. 3 mêlées déjà vraiment très bousculées, des séquences de jeu où ils avancent sur chaque collision. Toulouse, le Racing se fait contrer sur 2 jeux au pied, derrière ils prennent le bouillon. On attendait un Racing à réaction après le derby et finalement la réaction n'a pas eu lieu. Elle a eu lieu sur la deuxième mi-temps avec un peu de coaching et je pense un discours un peu musclé dans les vestiaires. Johan, avec Patrice Colazo, notre invité sur Sud Radio, la radio du rugby. Oui, salut Patrice. Salut Johan. T'as raison. Après, se fier sur l'échauffement, des fois on n'était pas du tout à l'échauffement et on faisait un match incroyable. Donc ça, c'est des choses que les coachs peuvent percevoir, mais qui est pas palpable parce que on sait pas pourquoi on peut ne pas bien faire un échauffement et faire un très bon match. Mais là où on n'a pas senti les Racingmen, c'est les 15 premières minutes où ils subissent toutes les collisions, comme dit Patrice. Et surtout devant, ils ont été dominés. Et derrière, quand on a une ligne de 3/4 avec Tuisova, Ficou, Teder derrière qui a des jambes de feu, ils ont touché, je crois que Tuisova a touché un ballon et il fait des dégâts même en ayant touché un ballon. Donc c'est dommage pour cette ligne de 3/4 de ne pas pouvoir s'exprimer. Mais le souci aujourd'hui, je pense, du Racing, il est clairement devant. On ne peut pas gagner en faisant 19 fautes. Ça c'est sûr, la discipline, mais la première action positive du Racing, elle tourne à la 25e minute. Il y a une grosse séquence défensive du Racing, la première où ils perdent pas les collisions. En suivant, ils font un lancement de jeu avec Abossi qui déboule et qui se fait projeter en touche par le Bellet. Donc il a fallu attendre 25 minutes avant que le Racing se mette à niveau dans l'engagement et hausse le curseur. Et contre Toulouse, si on laisse l'initiative à Toulouse, ça devient trop compliqué. Donc, ok, l'échauffement, c'est une chose. La semaine, les bonnes semaines de préparation ne débouchent pas aussi forcément sur des bons matchs. Mais on s'attendait à une réaction du Racing après ce derby avec un gros score. Et ça fait plusieurs matchs que le Racing, notamment devant. Après, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que le Racing, avec ses individualités derrière, moi je trouve qu'aujourd'hui il y a un truc où les deux équipes, on en pâtit, ça a été l'état du terrain aussi. J'ai senti les deux équipes, on avait l'impression que ça joue au ralenti, avec un terrain qui était un peu, un peu gras, où ça a même fait déjouer Toulouse par moments. Il y a eu beaucoup de glissades, on n'a pas senti la vitesse, alors que le Racing est une équipe qui a besoin de vitesse, notamment avec la ligne de 3/4. Toulouse, n'en parlons pas. Mais l'état du terrain, je trouve, n'a pas servi aussi cette formation. Et quand on sait que les individualités du Racing sont derrière, et qu'ils n'arrivent pas trop à faire la différence devant en ce moment, effectivement, ils n'ont pas pu s'exprimer, quoi. Philippe Spanghero avec Patrice Colazo, notre invité. Ouais, bonsoir Patrice. Écoute, non mais alors je vous écoutais parler et c'est vrai que moi je trouve que finalement quelque part il y a pas le feu dans ce club comme ça devrait l'être par rapport à ce qui se passe, je trouve, parce que bon, au classement on le comprend, hein, ils sont 8e, ce qui est quand même surprenant par rapport à ce qu'ils proposent depuis le début de la saison. Bon, ils l'ont pas volé, hein, les 23 points qu'ils ont, ils sont allés les chercher. Mais par contre, je trouve qu'il y a des signaux d'alarme dans ce club qu'il n'y a peut-être pas chez les autres, parce que c'est assez général, c'est sur le terrain et en dehors. C'est une période de transition, je trouve, hyper délicate pour ce club. On a vu à l'intersaison quand même des figures historiques des années fastes du Racing partir un peu par la petite porte sans aucune com, c'est Yannick Nianga. Dont je parle, et puis là Laurent Travers qu'on pensait finir là-bas, qu'on dit sur le départ pour reprendre un projet. Donc c'est tout un tas de signaux même autour du terrain qui sont pas très positifs. Alors c'est vrai qu'on a eu Henri Chavancy qui était lui pour le coup très positif en disant que ça travaillait bien à l'entraînement, que l'état d'esprit était bon, mais c'est quand même surprenant de toujours pas le voir sur le terrain. Ce caractère collectif, ce leadership, visiblement il a été beaucoup question de leadership cette semaine dans les vestiaires et sur le terrain au Racing. On l'a toujours pas vu aujourd'hui.
Donc voilà, je trouve que quelque part tant mieux qu'ils travaillent dans la sérénité, mais la situation mériterait peut-être qu'il y ait un peu plus une situation d'urgence. C'est une équipe à réaction, hein. Quand on voit contre le Stade Français la deuxième mi-temps qu'ils font, aujourd'hui contre Toulouse la deuxième mi-temps où ils reviennent, voilà. Mais c'est fatigant d'être une équipe à réaction parce que tu vas puiser mentalement et physiquement, donc tu laisses beaucoup plus d'énergie. Et quand tu dois gérer une fin de match avec un peu de lucidité, tu l'as un peu moins, comme on a pu le voir aujourd'hui, hein. Patrice, est-ce que tu ressens ce que décrit Philippe ? Oui, après le Racing est un club un peu particulier déjà. Tu as entraîné en espoir, hein, tu as débuté ta carrière d'entraîneur au Racing, on le précise. Champion de France, je crois. Oui, entre les deux. Mais c'est un club particulier. Autant le Stade Français est un club très exubérant où ça peut beaucoup bouger. Le Racing est un modèle de stabilité. Le linge sale se lave en famille. Rien ne sort dans la presse. À l'image du président, voilà, c'est dans la discrétion. Effectivement, après le Racing est une équipe à réaction. On l'a vu sur la deuxième mi-temps sur les 20 dernières minutes du Stade Français. On l'a encore vu là sur la deuxième mi-temps, mais c'est compliqué de construire sur de la réaction parce que en fait c'est un coup oui, un coup non. Et on jette la pièce en l'air. Et sauf qu'en top 14, on ne peut pas jeter la pièce en l'air. C'est trop aléatoire, surtout quand on est le Racing. Aujourd'hui, le Racing se cherche un peu en termes d'identité peut-être. Quelle est la force principale du Racing ? Est-ce que c'est les avants ? Est-ce que c'est la mêlée ? Est-ce que c'est la touche ? Est-ce que c'est le jeu de ligne ? À une époque, quand on jouait le Racing, on avait mal à la tête en touche parce que c'était la meilleure touche du championnat. On se disait derrière, chaque ballon de turnover, c'est des avions de chasse qui vont débouler. Aujourd'hui, on a du mal à identifier parce que on a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne en même temps, au même moment. C'est toujours un secteur défaillant. 10 minutes après, c'en est un autre. Et on a du mal à voir un peu la continuité. C'est toute la dureté du début de saison du Racing, la dureté aussi de la mission de Lancaster et de tout le staff. On a un problème pas tout le monde est sur la même page, on a l'impression, au même moment. Et ça donne des matchs hyper décousus, quoi. Et avec des résultats. Alors le Racing est toujours entre deux eaux. Ils flirtent jamais avec la zone du bas. Ils sont toujours milieu, puis d'un coup ils se reprennent, ils font des coups. Donc c'est pour ça. Mais aujourd'hui, ça manque de continuité, de justesse. Mais il y a quand même des signes dans le body language, tout ça, qu'on voit l'engagement. Après un derby manqué, aujourd'hui c'était le SMIC, c'était à minima, quoi. Et il n'y a pas eu ça et on le ressent dans les propos de Fred et notamment dans l'intonation de Fred. Voilà. Oui. Quand on le connaît un peu, on sait très bien que quand il parle comme ça, c'est que ça tourne pas. Mais il a raison, Patrice, et c'est vrai que ça fait 2 ou 3 sorties depuis le début de la saison. En fait, ce qui frappe dans les sorties de Fred particulièrement, c'est un peu de dépit. Précise. Ouais, de Fred Michalak, on sent quelque part du dépit, enfin une forme de résignation, quoi. D'impuissance, un peu, face au... Fred essaye de stimuler, de réveiller un peu l'orgueil, parce que quand il y a des contre-perfs comme ça, souvent on essaye de jouer sur la corde, affective et sur l'ego. Et Fred, il a pas les réponses qu'il attend sur le terrain, et ça, il a ressenti des échauffements. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Pardon, il a les joueurs dans les mains, comme on dit. Et on le sent dans son intonation de voix depuis plusieurs sorties qu'il y a une frustration. Qu'effectivement ça va peut-être bien travailler, mais ils n'arrivent pas à retranscrire aujourd'hui. Et ben voilà, victoire des Toulousains à Créteil, donc sur la pelouse du Racing, et ce Racing qui pose question. Patrice, merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. On n'hésitera pas à te rappeler, et puis surtout à ce que tu nous partages de tes expériences de supporter. Voilà, quand tu vas incognito dans les stades, voilà. Donc Créteil, tu peux partager avec Johan en tout cas. C'est si tu veux des tips de supporter. Oui, il me donnera juste les transports en commun qu'il faut prendre. C'est ça, c'est pas bon. Il faut partir un peu en avance, par contre, Patrice. Il y a du monde. Oui, mais je l'ai senti celui-là, tu vois. Celui-là, je l'ai senti. Il m'aurait plu. Je te dis franchement,
Je serais monté le voir, mais quand j'ai vu Créteil, j'ai fait non, là, je te le laisse. Ouais, j'y suis allé, j'y suis allé à ta place, c'était pas mal. C'était une belle découverte, une aventure, il faut le faire. Et t'as trouvé le chemin pour rentrer, Ouais, c'est ça, c'est le plus important. Il a trouvé la moto-taxi, ouais. C'est quoi le dernier que t'as fait, Patrice, en incognito, comme ça, au milieu des supporters? Alors, le dernier que j'ai fait, je sais même plus, tu vois. Non, j'avais prévu d'en faire un ce week-end, mais finalement, j'ai pas fait. Je pense que je vais reprendre un peu sur la Coupe d'Europe, là. D'accord. Voilà. Mais c'est des expériences intéressantes. Ben oui. Je sais pas si c'est déjà allé au stade de Créteil, mais il est très intéressant cette expérience. Ça reste, c'est un peu comme le Conac, j'explique. Mais t'as acheté des parts ou quoi, à Duvauchel? Allez, on a une petite Tu as pause. laissé ton compte en banque ou quoi? On a une petite pause à faire. Merci Patrice d'avoir été avec nous. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on va parler du livre d'or de l'année 2024 et puis on va recevoir également Jean-Marc Clermay, vice-président de la fédération. Restez avec nous sur Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio. Avec vous pour parler rugby au cœur de la mêlée, Yoann Huget, Philippe Spanghero, toute l'équipe Sud Radio bien sûr et nos invités, Patrice Colazo, où on est revenu sur cette 11e journée du top 14. On va prendre un petit peu de hauteur et revenir sur l'année 2024 car elle est en train de s'achever et en tout cas elle est déjà en librairie pour en parler et parler du livre d'or rugby 2024. Voilà, on a les deux auteurs de ce livre qui est on va dire un classique chaque année, sont deux grandes plumes de l'équipe, Pierre-Michel Bonneau, ancien grand reporter de l'équipe, et Maxime Rollin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Alors Pierre-Michel, honneur quand même à l'ancien Pierre-Michel Bonneau. Voilà, c'est toujours un plaisir de revenir comme ça sur l'année en écrit, même quand on n'est plus depuis, je crois, la fin de la Coupe du Monde dans le quotidien du rugby. Mais c'était un moyen de rester connecté, ce livre d'or. Oui, tout à fait. C'est un moyen de ne pas perdre le fil, de suivre assez près ce qui se passe, et puis de s'emballer ou pas d'ailleurs. Mais bon, une belle saison de championnat, top 14. Et puis on a pu dire un petit peu de mal de l'équipe de France, qui a eu du mal un peu dans le tournoi, en particulier contre les Irlandais, mais voilà, ça stimule quoi. Et les vieux, il faut les stimuler. Voilà, donc juste quand même sur la méthodologie entre Maxime Rollin et toi, Pierre-Michel, ben voilà, vous répartissez le travail comment? C'est-à-dire que moi, je suis sur l'équipe de France, voilà, principalement, et puis les nécrologies, parce que c'est mon rayon, et puis voilà, ces choses-là, et les papiers vintage, si l'on peut dire. Et puis Max s'occupe du reste parce c'est un garçon extrêmement prolifique et compétent. Maxime Rollin avec Alexandre Priam, peut-être, Alex, sur ce livre d'or de l'année 2024. Ah oui, moi il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, Maxime, c'est que Thomas Ramos signe une préface où il aborde, et avec humilité, alors que c'est pas facile de l'avoir, d'être humble avec ça, mais il parle de cette génération à avoir fait donc le doublé championnat Coupe d'Europe 2 fois, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour ces joueurs toulousains qui font partie vraiment d'une catégorie à part. Oui, et puis je pense qu'on va en avoir peut-être pour encore quelques années, je sais pas. Si je regarde le classement, ils sont encore en tête, et je me dis que l'année prochaine, il va falloir peut-être que je book déjà un Toulousain, non, pour un 3e triplé. Je sais pas, on est peut-être encore un peu tôt, mais non, c'est sûr que forcément cette génération toulousaine marque et que ça peut durer encore longtemps. Voilà, donc moi c'est vrai que j'ai le beau rôle peut-être par rapport à Pierre-Michel. Moi je dis du bien je suis le gentil dans l'histoire. Je dis du bien des Toulousains, et j'essaie de pas être trop méchant. Avec les malheureux Bordelais qui se sont quand même pris une petite raclée en finale. Ah bon, moi je n'ai pas de souvenir, mais en tout cas c'était une belle finale. On a vu beaucoup d'essais. Yoann, le livre d'or, ça compte quand on a un joueur comme ça, et là je crois que c'est Romain Tamac, Thomas Ramos qui font la une. Bien sûr, ça compte parce que ça fait toujours plaisir d'être mis en avant, et même si c'est à travers un collectif et la performance collective et une belle génération qu'ils ont, ça fait toujours plaisir d'être reconnu pour les performances. Ouais, le livre d'or du rugby, ça se vend mieux entre guillemets avec des Toulousains à la une ou pas, Pierre-Michel?
Oh, moi, ça se vend mieux avec des gens qui gagnent, surtout. C'est sûr qu'une année de Grand Chelem, par exemple, de l'équipe de France de rugby, c'est tout de suite beaucoup plus réussi pour le Livre d'Or. Et après, là, le doublé du Stade Toulousain, c'est vrai que ça a marqué les esprits. Donc, on n'a pas les chiffres encore, mais on espère que ça va bien être bien vendu. Oui. Bon, c'est vrai qu'on misait sur une victoire en Coupe du Monde pour partir en vacances. Hein. Faut pas le dire. Ouais. On est parti à Créteil finalement. Ouais. Vous êtes parti où finalement, Pierre-Michel? À Créteil. Ah ben oui. À Créteil. Et vous avez peut-être croisé Johan. Décidément, c'est le thème du jour. Et on est rentré à pied. On était ensemble. Voilà, c'est ça. Mais bon, on espérait tous que la Coupe du Monde effectivement reviendrait à Créteil. si vous voulez. En tout cas, peut-être le mot de la fin. Juste un petit mot avec Philippe sur le livre d'or et aussi l'édition, parce que je sais que Philippe t'as sorti aussi des livres. Alors, pas exactement un livre annuel comme le livre d'or de rugby. Peut-être que tu as un petit mot à dire à Pierre-Michel et Maxime. Non, mais d'abord, bravo, parce que c'est toujours des livres qui restent, et puis c'est bien de figer dans le marbre des moments importants, et c'est pour l'histoire, et c'est important. Donc, pas grand-chose, si ce n'est bravo, et puis bravo aussi pour votre carrière, parce que on a quand même plaisir à vous lire. Ouais. Merci, c'est gentil. Et justement, Pierre-Michel, quand on feuillette le livre, il y a un mot qui ressort autour du 15 de France, c'est le mot caractère. C'est ça qu'on gardera en 2024 ? Je crois, oui. En plus, avec leur performance face aux All Blacks cet automne, là, ils n'ont pas toujours été parfaits, ils n'ont pas toujours donné l'impression d'avoir un plan de jeu totalement gravé dans le marbre, comme disait Philippe, mais en revanche, le caractère, ils en ont eu quasiment tout le temps, quoi. Sauf effectivement contre les Irlandais où ils étaient un peu encore sous le choc, j'imagine, de la Coupe du Monde. Mais pour le reste, ils ont quand même eu du caractère, oui, que ce soit pour aller gagner au Pays de Galles ou tenir les Anglais à Lyon. Franchement, c'est indispensable, bien sûr, mais enfin, c'est pas automatique. Il faut demander, par exemple, au Racing ou des gens comme ça. Ils sont pas toujours le caractère à plein temps, quoi. Pierre-Michel, merci d'avoir été avec nous. De toute façon, on va te réinviter puisque tu as fait quand même ce livre sur les 30 ans de la victoire et de l'essai du bout du monde. Donc voilà, tu auras droit à une deuxième salve sur Sud Radio et on sera très heureux de parler également de ce rugby qui a changé avec toi. Est-ce que dans le livre d'or, Fabien Galtier a droit quand même à quelques pics un peu acerbes dont tu as le secret, Pierre-Michel, sur notamment sa communication, ses lunettes ou des choses comme ça? Bon, les lunettes, c'est un peu facile, mais la communication, c'est vrai que ils cherchent un peu les formules alambiquées pour se faire battre, quoi. Donc il y a une deux pics, oui, mais on voit rien de définitif. Bon. On peut faire mieux. Tous les deux. Merci Maxime Rollin, merci Pierre-Michel Bonneau, le livre d'or Rugby 2024, voilà, aux éditions Solar. Les invités s'enchaînent dans Au cœur de la mêlée et on est heureux de reparler de cette année 2024 et notamment de cette tournée de novembre avec Jean-Marc Lermé, notre nouvel invité, vice-président de la Fédération française de rugby en charge du haut niveau et des équipes de France. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Autour de la table, Johan Huget, Félix Manguero, bien sûr, Alexandre Priam, toute l'équipe Sud Radio qui est là, Quentin Cabanis également. Très heureux de t'accueillir, Jean-Marc, sur l'antenne de Sud Radio, quand même, avec cette tournée qui vient de se terminer, mais surtout le Seven qui a repris aujourd'hui. Le Seven avec des garçons qui ont plutôt performé. J'ai pas le résultat final. Moi, je les ai. Ils sont qualifiés pour l'écart. Ouais. Alors voilà, l'équipe de France donc masculine a perdu contre l'Afrique du Sud 19-24 mais a battu l'Australie 14-10 et le Kenya 24-19 et puis les filles se sont inclinées en ouverture face à l'Espagne 12-24, ont ensuite perdu contre la Grande-Bretagne 12-14 mais ce 12-14 est important puisque derrière l'équipe de France s'est imposée face aux USA 14-5, ce qui fait que si je me trompe pas les deux équipes de France sont en quart de finale. C'est ça. Jean-Marc. Oui, exactement. C'est un bon résultat. Alors, c'est des quarts finales qui vont être très compliqués, puisque les garçons vont jouer contre les Fidjiens. C'est un remake de la finale des Jeux Olympiques. Et puis, les filles vont jouer contre les États-Unis. Mais voilà, c'est un résultat satisfaisant, un premier résultat satisfaisant que cette qualification, puisque ce sont quand même deux équipes qui ont été
bien remodelé, à la fois dans la composition des joueurs, mais aussi du staff, suite aux Jeux Olympiques. Et donc, ce tournoi de Dubaï était le premier rendez-vous. Et voilà, ça a fait des bons matchs. On voit des joueurs et des joueuses qui sont en train de se révéler, même si c'est leur première sélection. Donc, en tout cas, c'était une journée plutôt encourageante. Ouais, avec des nouveaux entraîneurs, tu le disais, notamment Benoît Babi, que tu as bien connu, Jean-Marc, voilà, ça fait partie aussi de ces nouvelles têtes et de ces nouveaux choix. Tu as, j'imagine, suivi la préparation. Qu'est-ce que ça va changer ou pas dans ces équipes? Alors déjà, c'est un énorme challenge que de succéder à Jérôme Daré pour Benoît et à David Courtex pour Romain Huette. Voilà, c'est un nouveau cycle qui commence avec la perspective des Jeux Olympiques à Los Angeles dans 4 ans. C'est un peu le principe du set. C'est vrai que les sets sont très axés autour de ces rendez-vous olympiques, avec chaque année des tournois mondiaux. Donc on a effectivement, Jérôme et David avaient décidé d'arrêter après les Jeux. Et donc Benoît, alors Romain était déjà dans la filière Seven, puisqu'il entraînait déjà les filles et les jeunes. Et puis Benoît était lui plutôt aux côtés du 15 et des U20, mais il a une appétence particulière pour le set. Il a une vision du jeu qui se rapproche de celle du set. Donc voilà, ça va être. Moi, je pense que c'est 2 super profils qui vont reconstruire dans un premier temps, faire grandir et ambitionner encore d'aller chercher des choses, des médailles à Los Angeles. Jean-Marc Lamé, pour parler du 15 de France, il y a quelques instants, on posait la question à Pierre-Michel Bonneau de l'ancien journaliste du journal L'Équipe qui signe ce livre d'or de rugby 2024. Il nous parlait du mot caractère pour caractériser justement l'équipe de France en 2024. Quel est votre mot, Jean-Marc Lermet, et quel bilan vous faites de cette année 2024 pour le 15 de France de rugby masculin? Alors déjà, je suis très heureux d'écouter Pierre-Michel Bonneau, puisque ça me rappelle des souvenirs de quand je jouais et de quand il était journaliste. Et c'était toujours un journaliste avec lequel j'avais du plaisir à échanger, donc ça me fait plaisir de l'entendre. Alors cette année de 2024, c'est une année un peu particulière pour moi. C'est vraiment l'année de la transition et de la reconstruction. Voilà, la Coupe du Monde a laissé quand même des traces. On l'a vu avec cette terrible défaite en quart de finale, et puis un tournoi qui a eu du mal à partir, en tout cas avec la grosse défaite à domicile contre l'Irlande. Et donc voilà, il a fallu finalement ça s'est plutôt bien fini pour le tournoi. Et puis il y a eu cette tournée en Argentine qui était plutôt partie sur des très bonnes bases, avec vraiment un excellent travail qui avait été fait, des nouveaux coachs qui étaient arrivés. Et puis les événements qu'on connaît et qui ont énormément perturbé la dimension sportive de cette tournée. Et puis là, il y avait cette Autumn Nation Series, comme on l'appelle, donc cette tournée d'automne, qui devait permettre enfin de voir où en était cette équipe dans des conditions plus normales, on va dire. Et pour moi, c'est vraiment cette transition, cette reconstruction et cette montée en puissance qui caractérise cette année 2024. Difficile de la qualifier en un mot, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un redémarrage. Philippe Swanguero, peut-être avec Jean-Marc Lermet. Oui, non, Jean-Marc, je reviens aussi sur les nouveaux objectifs. On sait toujours que on est en projection des échéances Coupe du Monde, mais c'est l'éternel débat. Est-ce qu'on prépare vraiment que ces échéances-là? Est-ce que chaque année est importante? Là, on voit qu'on a une équipe de France, de ce qu'elle nous a montré sur cette tournée d'automne, qui peut prétendre quand même à un grand chelem, même si le calendrier de l'année prochaine est toujours un peu plus délicat avec ces déplacements une année sur 2. Donc voilà, quelle est l'ambition, c'est-à-dire de préparer forcément la Coupe du Monde, mais avec quelle ambition entre ces échéances-là? L'ambition de cette équipe, c'est gagner des titres. On a aujourd'hui des joueurs qui sont assez exceptionnels. Alors c'est vrai que oui, l'ambition phare, c'est la Coupe du Monde.
l'équipe de France n'a jamais levé le trophée, a eu l'occasion de lever le trophée. Donc c'est vrai que cette échéance 2027 est une échéance forte, mais d'ici là, on doit gagner des titres. C'est pas parce que effectivement on se tourne sur un cycle nouveau avec cet horizon-là que le chemin doit être essentiellement articulé autour de la préparation à cette échéance. Non, on a des gros rendez-vous sur ces 3 ans maintenant, avec les tournois, effectivement, les tournois destination qui s'annoncent, mais aussi une nouvelle compétition qui va arriver avec la Nations Cup. Et donc tout ça, ce sont des rendez-vous qu'il faut pas rater, qu'il faut gagner. En tout cas, en gagner quelques-uns pour bien se préparer pour la Coupe du Monde. Donc oui, effectivement, la Coupe du Monde, c'est un objectif majeur, mais bien la préparer, c'est aussi gagner les tournois et les rendez-vous qui jalonnent le parcours d'ici 2027. Jean-Marc Lermé, vice-président de la Fédération, avec nous toujours sur Sud Radio, bien sûr. Est-ce que, et pardon de revenir à l'actualité la plus récente, on va dire, mais il y a encore, on va dire, une attente du délibéré devant statuer sur le long lieu des 2 joueurs de l'équipe de France là, et de l'affaire Mendoza, à savoir Oscar Jégou et Hugo Radou. Est-ce que finalement vous êtes surpris de ce feuilleton où chaque fois c'est repoussé, et est-ce que ça vous inquiète, vous, fédération, puisque vous êtes quand même concerné au premier chef? Bon, oui, alors effectivement, c'est une situation qui je pense, déstabilise surtout les joueurs qui sont en première ligne sur cette affaire-là. Nous, on l'a dit dès le départ, en tant que fédération, on fait confiance à la justice argentine pour donner et communiquer la meilleure décision. C'est vrai qu'on s'attendait à une décision plus rapide, mais de rebondissement en rebondissement, on voit que les échéances ont tendance à être reportées. Là, je crois qu'il y a une prochaine échéance le 10 décembre, autour de cette date-là. On espère que ce sera la bonne. En tout cas, tous les éléments aujourd'hui qui nous sont communiqués par les avocats et par les gens qui suivent cette affaire sur place nous laissent penser que c'est un non-lieu qui devrait être prononcé, mais tant qu'il n'est pas officiellement prononcé, c'est vrai qu'aujourd'hui on est toujours en attente, et en tout cas on attend tous, que ce soit les joueurs, leurs familles, les clubs ou nous-mêmes à la Fédération française, un verdict le plus rapide possible. La presse néo-zélandaise, Jean-Marc Lermé, fait état d'un des matchs pour la prochaine tournée d'été qui pourrait avoir lieu donc face à la France aux États-Unis et notamment à Las Vegas. Est-ce que c'est quelque chose, une idée à laquelle la Fédération française de rugby s'opposerait, ou vous voyez ça plutôt d'un bon œil pour le développement global du rugby? Nous aujourd'hui, ce qu'on recherche au niveau de ces tournées d'été, c'est le sportif à l'ordre 1. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche, c'est des matchs qui permettent de faire progresser notre équipe et de mettre nos joueurs dans des conditions de jeu et de récupération les plus optimum possibles. Alors jouer aux États-Unis, évidemment que ça peut représenter un intérêt particulier parce que c'est un territoire à conquérir avec des potentiels, notamment en termes de marketing, qui sont plutôt intéressants. Il y a aussi une prochaine Coupe du Monde qui va se jouer là-bas, donc commencer à découvrir des stades au travers de matchs sur place, ça aussi, ça peut être des éléments intéressants. Après, enchaîner 3 matchs après un déplacement en Nouvelle-Zélande, 2 matchs contre la Nouvelle-Zélande, aller en jouer un autre aux États-Unis, à San Francisco ou à Las Vegas, je ne sais pas, avec un nouveau décalage horaire à encaisser, c'est pas forcément quelque chose qui est le meilleur pour nos joueurs. Donc effectivement, ça fait l'objet d'une réflexion globale. Pourquoi pas, mais il faut que le jeu en vaille la chandelle. Voilà, pour résumer. Donc aujourd'hui, on n'a pas les éléments qui nous permettent de prendre une décision. Alors on sait que la décision elle doit être prise assez vite, mais voilà, aujourd'hui en tout cas il y a des négociations qui se font
entre les deux fédérations pour essayer de savoir si ce match peut avoir lieu ou pas. Voilà. Eh bien, on suivra ça en tout cas. Merci Jean-Marc Lermet d'avoir été avec nous en direct. Toujours un plaisir de t'avoir, Jean-Marc, avec nous sur Sud Radio, bien sûr, la radio du rugby. On se retrouve dans un instant. On ira faire un petit tour du côté de Perpignan. On va suivre le match entre Perpignan et Toulon. Et puis, bien sûr, vous restez bien avec nous.